volontariat, volontaire. C'est bien. Alors, donc, pour vous mettre tout de suite dans le bain, et pour qu'on puisse se fâcher sur les termes de façon claire, en général, quand on parle de Camus, les gens se fâchent vers la fin. Nous, on commencera par le début. On utilisera le vocabulaire camusien, à savoir qu'un Français est un Français, un pied noir est un pied noir, un Arabe est un pied noir. Non, ça vous a surpris. Voilà, donc c'est pour vous dire simplement que le mot arabe signifiera le mot arabe, le mot pied noir, le mot pied noir, et le mot français, français, donc sans aucune connotation, parce que maintenant on arrive à utiliser le formalisme américain. On dit que les gens sont gris, ils sont plus noirs que blancs, et ce qui appelle à la fin, on ne sait plus de qui on parle. Donc j'utiliserai ça parce qu'il le dit lui-même dans ses textes, mais plutôt dans les textes, si vous voulez, comme actuels, hein. C'est pas tellement dans les textes disons, de littérature codée. Par ailleurs, donc, on se mettra tout de suite dans la problématique. Bon, la plupart des gens ici sont quand même des gens de lettres, quelques-uns peut-être de philosophie, mais on a une tendance globale en France à considérer que Camus est plutôt un homme de lettres qu'un philosophe. Donc on prend ça comme ça. Donc, vu la thématique de la conférence, à savoir la pensée humaniste de Camus, vous comprendrez qu'on s'est mis sur le repère philosophique. En général, malheureusement, il y a plus de gens de lettres que de philosophes, ce qui fait qu'en général, ils ont raison. Puisqu'ils sont entre eux. Donc, voilà. Je vous donne un exemple concret. Si je vous disais, est-ce qu'un théorème de mathématiques est vrai, un théorème précis? Eh bien, il faudrait soit que vous ayez un background mathématique pour pouvoir répondre, soit vous feriez comme tous les gens font, c'est que vous répondiez quand même sans rien savoir. Alors l'avantage, c'est que comme vous seriez plusieurs à être dans cette position, en fait, la majorité aurait raison pour la majorité, sans savoir en fait qu'elle aurait tort pour la réalité. Alors, c'est important de le dire parce que ça permettra un peu de justifier aussi la tenue du discours dans cette conférence. Alors pour ceux qui seront gênés par l'aspect philosophique, eh bien, ils ne sont pas obligés de rester. Voilà. Je le dis parce que c'est pareil, hein, pour les dossiers, vous n'êtes pas obligés non plus. Mais bon, on vous sollicite. Moi, disons que je vous sollicite. Donc j'ai fait ma petite introduction, je vous ai prévenu au début. Et maintenant, si vous restez, c'est que vous le voulez. Voilà. Donc, si vous avez des positions très tranchées, genre Verdun, sur la littérature camusienne, on vous fera sortir des tranchées. Voilà, c'est ça l'objectif. Et si vous êtes plutôt tendance ligne Maginot, il faut savoir qu'elle n'a pas été utilisée. Oui. Donc, je commence par le début, c'est-à-dire presque la fin, à savoir que Camus meurt en 1960, ce qui fait qu'il n'a pas accès à certains événements pour lesquels il a travaillé. Donc c'est pareil aussi, quand on parlera de la Seconde Guerre mondiale, on parlera de la Seconde Guerre mondiale. Quand on dira allemand, on entendra allemand et pas nazi, exactement comme le précise Camus, même dans Lettre à un ami allemand. Quand on parlera de la guerre d'Algérie, on dira la guerre d'Algérie, on ne dira pas la guerre sans nom. Parce que tout le monde sait que la guerre sans nom, c'est la guerre d'Algérie. Alors autant le dire, comme ça on sait de quoi on parle. Et ça permettra de savoir un peu sa position. Les Français de France, pour les pieds noirs, sont les pathos. Hein, que vous sachiez, parce que c'est possible dans ce cas-là. Et c'est pour les différencier, parce qu'en fait, à un moment, on dit on ne les différencie pas, mais finalement, on finit par les différencier. Et le général de Gaulle sera simplement le président dans ce cadre-là. Parce qu'on a d'autres connotations, et pour être plus clair, autant le dire depuis le début. J'utilise une méthodologie de type Popper, à savoir que les gens ils ont le droit d'être complètement en désaccord au début, et même ne pas savoir sur quoi on va parler.
Mais ce qui est bien, c'est d'être d'accord sur la fin, même si on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on a tendance habituellement à dire qu'on est à peu près d'accord, et vers la fin on dit finalement on ne parle pas de la même chose. Donc là au moins vous saurez qu'on parle de la même chose dans un cadre d'un discours qui va utiliser pas mal de méotiques, parce que normalement vous êtes censé tout savoir sur Camus, hein, sinon vous ne serez pas là. Vous voyez, et donc ça sera utilisé. Évidemment, comme dirait le président, contre vous, mais avec votre volonté. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que je ferai des références à Camus pour certaines œuvres, je ne les expliquerai pas. S'il y a un problème, on rectifie le tir, mais je pars du principe que vous avez lu l'ensemble du corpus. Puisque vous êtes quand même normalement fiers d'appartenir à un pays qui a ce prix Nobel de littérature. C'est quand même pas un pays qui ne connaît pas la littérature, alors autant le savoir. Mais justement, des fois, alors on commence comme ça, le fait d'avoir une littérature aussi imposante et aussi écrasante fait qu'on est moins un pays de philosophie. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on n'est pas vu en France comme un pays de philosophes. Alors que par exemple l'Allemagne le fait plus facilement. Bon, ça, c'est, de toute façon, c'est des choses qu'il ne faut pas trop tenir compte. Pourquoi? Parce que les gens sont des hommes et des femmes, c'est eux qui produisent cette œuvre, donc ils sont un peu dispersés dans l'ensemble de l'humanité. Simplement, souvent, on a ce qu'on appelle des écoles, et après, des querelles de chapelle. Alors, donc, 1913, pour Camus, alors le cadre c'est toujours pareil, je vais commencer un peu par l'humour de Yannick Noah, pour vous aider. Yannick Noah disait, quand je gagne un tournoi, je suis français, quand je perds, je suis camerounais. Donc, ce qui explique que, en fait, eh bien, Albert Camus a été pied noir jusqu'en 1957. Et puis après, il est devenu français. Parce que le prix Nobel, c'est l'équivalent de je vous le dis avec humour parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, parce qu'on sait bien que les gens qui sont sur l'interface, souvent par des propos racistes, sont ramenés de l'autre côté de là où ils sont. Et finalement, on se rend compte qu'au lieu d'être d'un côté, il faut imaginer qu'on est de l'autre, et imaginer que l'autre est de l'autre autre, et c'est plus cohérent en termes de pensée. De dire l'un l'autre. Vous savez, l'autre, c'est la façon la plus courte de parler de deux personnes. On va commencer comme ça. Donc finalement, si Rimbaud disait « je est un autre », finalement Camus pourrait être « je et l'autre ». Et finalement, si on comprend le nous comme les autres autres, c'est plus cohérent sur le plan humain. On va parler d'existence et de coexistence. Et on n'a pas en français l'équivalent de humain, co-humain, on l'a dans d'autres langues. C'est-à-dire, en fait, il faut imaginer dans la pensée humaniste camusienne que l'important, c'est pas simplement la vision humaniste de l'individu, mais c'est la vision humaniste collective. Donc cette difficulté se transmet, si vous voulez, sur le terme. On parle facilement d'un humaniste. On a plus de mal à trouver une école humaniste. Vous allez voir comment ça s'appelle sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'abord que Camus, quand on le lit, il est très apprécié des étrangers parce qu'il a un langage simple. Alors, avoir un langage simple pour un étranger, ça veut dire que c'est corrélé avec une pensée simpliste. Comme en France, on aime bien avoir un langage complexe, un langage qui est trop simple, il faut soit qu'il soit codé, c'est-à-dire comme Saint-Exupéry, on se dit c'est précisément pour un but. S'il n'est pas codé, on se dit c'est une faiblesse. Alors l'erreur, si vous voulez, sur le plan stratégique mental, c'est de considérer qu'un auteur qui est capable de dire clairement sa pensée avec des mots simples est forcément d'un niveau bas. Et on est très admiratif d'un auteur qui est abscon, alors qu'en fait il n'a pas grand-chose à dire. Mais heureusement, il est aidé par les techniques qui est tellement importante
que quand elle se met en place, on me dit forcément il sait les choses. Après, quand on le décortique, on se dit que, au lieu d'écrire 1, il a écrit pi sur pi. Pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est vraiment la même chose. Alors, vous comprenez bien que si vous faites des raisonnements prétendument complexes et en fin de compte on arrive à les coder de manière simple, on se dit quand même qu'il y a une difficulté entre le simple, qui est toujours complexe, le complexe qui peut être perplexe, et le perplexe qui peut être sans intérêt. Alors évidemment, quand vous êtes perplexe, vous ne savez pas si vous êtes sans intérêt ou pas à ce moment-là, mais après, une fois que vous relisez le texte, vous vous dites, finalement, il n'y a pas grand-chose. Le problème avec Camus, c'est un peu à l'envers. C'est-à-dire que quand vous lisez le texte, le français moyen, va dire, c'est ça. Oui. Alors qu'il ne va pas faire la même chose avec Mallarmé, il ne va pas faire ça avec Proust, encore moins avec ça. Je donne ces exemples qui sont tout à fait connus, et pour vous dire qu'en fait, on le met tout de suite dans un registre un peu différent. Alors, le livre fétiche des étrangers, ben, c'est l'étranger, qui évidemment, comme étranger, n'a rien à voir avec les étrangers. Donc ça commence bien, si vous voulez. Hein. Donc les gens sont persuadés qu'ils parlent de quelqu'un un peu comme eux. En fait, ils parlent de quelqu'un comme pas nous. Et si on ne le relie pas avec cet aspect, si vous voulez, biographique, on a du mal à comprendre un peu sa thématique. Alors, le vocabulaire est relativement simple, comme je l'ai dit, mais en fait, la juxtaposition de propositions simples n'est pas forcément simple. Je m'explique. Si par exemple, vous dites d'un individu, cet individu est simple comme l'océan. C'est très simple, vous entendez le mot individu, vous entendez simple, vous avez un comme, vous avez l'océan. Mais le problème, c'est que l'océan gâche tout. Parce qu'il est très complexe. Alors finalement, si vous voulez, pour un jeu, si je vous dis ce jeu est simple comme le jeu d'échecs, tout de suite, vous revenez en arrière. Vous dites, ah, d'accord. Donc ça pourrait être pour le bridge, puisque vous êtes plus dans ce cadre-là. Si par exemple on dit que le bridge, c'est l'un des jeux de cartes les plus complexes, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas parce qu'on se dit que les jeux de cartes ne sont pas très compliqués en général. Je n'ose même pas dire les termes. Vous savez, celui qui commence avec kilo, etc. Alors, si vous dites par contre que c'est complexe comme le jeu d'échecs, tout de suite ça met la barre ailleurs. Vous voyez? Bon. Alors, par exemple, on est tous persuadés que le jeu de dames c'est simple. Et effectivement, c'est simple dans le sens où toutes les dames sont identiques. Elles bougent toutes de la même façon, en diagonale. Donc la question c'est pourquoi on n'est pas tous champions du monde? Parce que c'est simple. C'est uniquement des mouvements simples sur des pièces simples qui sont identiques. Rien de plus simple, on ne peut pas faire plus simple. Le jeu d'échecs est plus complexe en soi parce qu'il y a déjà des pièces différentes. On peut faire pire que le jeu de dames en termes de simplicité, on peut prendre le jeu de Go. Le jeu de Go, votre gobane au départ est vide. Et vous mettez des pierres, pierres noires, pierres blanches, chacun à son tour, avec une règle, peu importe. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, alors que le jeu d'échecs paraît compliqué, même quelqu'un qui est un imbécile, il commence bien. Pourquoi? Parce que toutes les pièces sont placées correctement. C'est pareil, le jeu de dames paraît moins compliqué, mais même un imbécile commence bien parce que c'est bien placé. Le jeu de Go, même quelqu'un qui n'est pas un imbécile, commence souvent mal. Parce qu'il n'y a rien. En termes de thématique, si vous voulez, Camus est dans ce registre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc en fait, c'est pierre par pierre que se place un point de vue qui est stratégique, alors que dans les autres configurations, on a un point de vue de continuation. Quand vous avez quelqu'un, un individu comme Camus, qui va écrire le mythe de Sisyphe, que vous avez tous lu, bien sûr, et analysé, vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, quand il nous dit que le seul problème réel de la philosophie, et je n'ai pas dit de la littérature, c'est le suicide. On commence comme ça. Bon. Alors,
Mais là, tout de suite, vous avez un problème, parce que vous dites, quand même, je vous indique même pas son âge pour pas vous révolter. Enfin, vous vous rappelez que c'est dans les premiers livres, alors vous comprenez bien ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui n'a pas l'agrégation de philosophie, donc il n'est pas philosophe, il faut s'y rendre, parce qu'en France, si on n'est pas avec l'agrégation de philosophie, on n'est pas philosophe. Donc, par exemple, Socrate n'est pas philosophe, donc comme ça, ni Platon, ni Aristote, etc. Je passe. Donc ça, c'est des amateurs. Puis il y a des vrais philosophes, selon l'agrégation. Donc, forcément, Camus appartient aux amateurs. Quand vous avez donc des amateurs qui commencent leur texte comme ça, vous pouvez vous dire, bon, soit il ne connaît pas la philosophie, il ne connaît pas les vrais problèmes que nous on se pose en tant que spécialiste, soit d'un seul coup il vous dit que les problèmes que se posent les spécialistes sont des problèmes de spécialistes et pas des problèmes de la philosophie. Je reviens sur philosophie via le dessin. Beaucoup de gens savent dessiner, mais ne sont pas dessinateurs. Beaucoup de gens savent peindre, mais ne sont pas peintres. Beaucoup de gens savent philosopher sans être philosophes. Et on a même le contraire. Donc, la problématique camusienne, c'est pas de se mettre en opposition. Je ne rentre pas dans des querelles de parti, même des querelles partisanes. C'est pas de se mettre en opposition par rapport aux autres. C'est de se dire, voilà, moi c'est mon point de vue, simple. Si vous avez la chance, plutôt, la probabilité d'appartenir à des gens qui n'ont jamais rien lu de Camus, le premier livre à lire, c'est le premier homme, c'est-à-dire son dernier. Alors pourquoi? Parce que ça remplace un peu le contexte, on voit un peu ces éléments biographiques, on peut comprendre un peu mieux comment se situe la personne en tant que personnage. Alors pourquoi je dis ça? C'est la différence entre un acteur qui improvise et un metteur en scène qui a donné les indications à son acteur en connaissant l'ensemble de sa vie et lui demande de jouer la jeunesse. Vous voyez? La plupart d'entre nous, on improvise notre vie. Très peu savent la mettre en scène. En général, ils suivent la mise en scène de quelqu'un d'autre. Mal, heureusement, sinon ils seraient dirigés. Et ils font ce qu'ils peuvent. Alors ne vous inquiétez pas, comme on dit au Moyen-Âge, un peu dans sagesse lyonnaise, la mort est difficile pour tous, mais la fin finit par y arriver. C'est que, avec cette approche du premier homme, d'abord on comprend le principe. Donc, pour vous rappeler, en disant le premier homme, il l'explique lui-même. Il dit qu'un homme qui n'a pas de parents, au sens mental du terme, donc qui ont pu le faire évoluer, eh bien c'est le premier homme parce qu'il n'a pas de passé. Souvent, en fait, vous vous rappelez, on dit par exemple, lui c'est un fils à papa. On peut dire aussi un fils à maman, parce qu'on est avec une teneur féminine ici. Mais le problème, c'est que de temps en temps, le fils, il finit par dépasser le père, et alors à la fin, on finit par dire que c'est le père de machin. Quand on dit c'est le père de machin, ça ne peut plus être le fils à papa. Et le problème, c'est que avec Camus, il ne peut pas être le fils de quelqu'un, parce qu'il n'y a rien avant. C'est ça qu'il veut dire par le premier homme. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un arrive dans la société avec un substrat qui lui permet de se positionner. Camus était très pauvre, sa famille, qui était originaire d'Alsace. Donc là, les choses commencent à être compliquées parce qu'évidemment, c'est des gens d'Alsace, dans une situation difficile, donc pauvres, qui vont aller finalement en Algérie pour finalement devenir pieds noirs, encore pauvres. C'est l'avantage de la pauvreté, c'est comme la vie de reste. Et finalement, dans ce cadre-là, on va avoir quelqu'un qui ne va vivre sur le plan intellectuel que quand il va être repéré, eh bien, par l'un d'entre vous, en fin de compte, hein, par son professeur. Ça va être sa première sortie. Donc moi, j'imagine tout à fait une sorte de sable mouvement, et il y a quelqu'un qui vient avec ça, qui attrape ce petit personnage, qui était Camus, qui pensait déjà différemment. On le voit d'ailleurs même au football, parce que Camus était gardien de but. Le gardien de but au football,
c'est une personne anormale. Puisque c'est la seule personne qui n'a rien contre le football, puisqu'elle joue avec les mains. Oui. Donc ce décalage vous semble un peu bizarre, mais souvenez-vous d'une chose, ou même de deux. D'abord, le gardien de but n'est pas seulement anormal parce qu'il utilise les mains, mais en plus, il est seul. On ne peut pas avoir deux gardiens de but dans la même équipe sur le terrain. Parce que même quand c'est le cas, je le disais plutôt pour les hommes, ils ont tout de suite pensé à un contre-exemple avec les pénaltys. En fait, au moment du pénalty, il redevient joueur et pas gardien de but. Donc, le gardien de but est seul avec les autres, dans un cadre collectif. Vous voyez ce schéma? C'est un peu surprenant comme schéma. Il peut se retransmettre ensuite. C'est pareil pour le metteur en scène, puisque Camus va être très rapidement dans le théâtre. Le metteur en scène, il a une troupe, et évidemment, c'est le seul qu'on ne voit pas. Alors pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il est à peu près partout, sans y être, physiquement. Sinon, ce n'est pas un metteur en scène. Mais le metteur en scène, il a un rôle très particulier dans la troupe, surtout si c'est en plus le scénariste, c'est qu'il est totalement différent des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va avoir une connotation comme pour les enfants surdoués. Un enfant surdoué, c'est quoi? Eh bien, c'est un enfant qui ressemble à tout le monde, mais personne ne lui ressemble. Vous voyez? Donc, Camus, en fait, quand on le regarde, on se dit, eh ben voilà, c'est un enfant pauvre qui joue avec le petit yaoulé dans le quartier. Donc, en gros, il est récupérable, peut-être un petit voyou. Et puis, finalement, le petit voyou est un peu différent dès le départ. Et jusqu'à ce que son professeur, je parle précisément aussi de Jean Grenier, donc, qui a rendu hommage, même après le prix Nobel, un hommage émouvant, et le repère en disant que ce garçon est quand même différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire différent? Différent, ça veut dire que il voit les choses autrement. Pour vous donner un exemple de pensée simple, Saint Augustin dit, pour être heureux, il faut demander ce que l'on a. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans cette phrase? Rien du tout. Mais le problème, c'est que quand on y pense vraiment, on se dit, tiens, j'y avais jamais pensé comme ça. Et puis après, une fois qu'on y a pensé comme ça, on se dit, oui, mais bon, moi je pense que c'est pas vraiment mal. Et après, on commence à se dire, non, mais moi je veux autre chose. Voilà. Et là, on est malheureux. Donc, Camus, on va le voir dans sa pensée, une pensée très solaire d'ailleurs. Alors pourquoi solaire? C'est très simple, parce que le soleil est gratuit. On commence comme ça. Il est gratuit le soleil. Bon. Donc en fait, dans la pensée camusienne, on a ce qu'on appelle, des fois il dit même la pensée de midi, on a le soleil, on a la mer, on a une bande de terre, presque du sable, et c'est tout. Et c'est tout. Là vous allez me dire, bon, c'est quand même très peu. Oui, mais on peut tout construire à partir de ça. Alors, si on se contente de ça, alors on peut comprendre pourquoi finalement dans la pensée camusienne on peut imaginer Sisyphe heureux. Et là c'est quand même l'approche de l'absurde. Donc la pensée camusienne est très programmatique, contrairement à ce qu'on pense. Elle est basée sur 3 niveaux essentiels. Donc là, d'abord l'absurde, ensuite la révolte, et enfin l'amour. Donc c'est écrit, c'est écrit par lui-même. Tout ce que je vous raconte, en fait, c'est lisible par Camus. Simplement, je vous fais une synthèse, un peu pour faire la mouche du coche, comme dirait Socrate. Je vous incite à relire certains morceaux et à vous dire, mais ça c'est vrai que c'était écrit, je l'avais même lu. Donc, dans la pensée camusienne, on a ces éléments de base, on peut utiliser que ces éléments de base. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? En stratégie, on dit il faut travailler avec ce que l'on a et pas avec ce qu'on voudrait. Et souvent, la plupart des gens diraient, si j'avais ça,
Donc Camus commence par ça, de façon très simple. Ensuite, donc, si vous placez simplement ce triple contexte dans la pensée humaine, vous vous rappelez que Heidegger écrit L'être et le temps. Vous voyez que les notes liminaires qui ont donné L'être et le néant par Sartre, non seulement ne clarifient pas la pensée d'Heidegger, mais en réalité utilisent un formalisme hegelien pour dire que c'est simplement un commentaire de L'être et le temps. Alors je vous assure que quand vous lisez les deux textes, d'abord il faut lire L'être et le temps d'abord, et après L'être et le néant, sinon vous aurez des problèmes, mais à un moment, vous pouvez vous demander, est-ce que ce n'était pas suffisant le premier? Parce que la pensée hegelienne, elle est, si vous voulez, impressionnante pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de philosophie, mais c'est tout. Parce que dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'on a une manipulation vraiment du néant et pas de la notion de la vacuité. Donc la vacuité engendre la pensée, le néant engendre une opposition. Je reviens donc sur cet exemple-là. Vous vous retrouvez donc avec des textes des fois clairs, mais ils sont tellement clairs qu'ils paraissent perturbants. Alors, si vous avez lu un peu de textes de philosophie zen, vous allez vous rendre compte que dans l'approche des paradoxes, on a des termes très simples, et quand on les entend pour la première fois, par exemple, on sait tous ce que fait comme bruit les deux mains. On dit quel est le bruit d'une main. Bon. La question est simple. Si je vous dis par exemple qu'une poignée suffit à ouvrir une porte, vous dites, si c'est au sens littéral du terme, ça peut être compréhensible. Mais finalement, quand les gens se plaignent sans arrêt dans la société qu'ils ont trouvé des portes fermées, et vous leur rappelez cette phrase à ce moment-là, ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas empoigné la poignée. Sinon, ils l'auraient ouvert. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le codage de la pensée camusienne semble relativement simple. Je reprends l'exemple avec l'étranger pour vous rendre compte de ce qui est simple. Donc il va nous décrire en fait le décès de Saint-Louis. Donc déjà, c'est mal parti si vous pensez qu'il dit la vérité, parce qu'en réalité il parle du décès de son père. Et comme Camus est très humble et très timide, alors pour vous rendre compte à quel point Camus était timide, c'est qu'il n'existe pas une seule interview de Camus où il répond normalement. Toutes les interviews de Camus que vous pourrez voir sur Internet sont des interviews dans lesquelles on a donné les questions à Camus, il les a écrites, il les a appris par cœur et il les joue. Parce qu'il y avait tellement d'anxiété au moment de répondre. Alors effectivement, quand vous l'entendez, vous vous dites, mais c'est incroyable, il ne fait pas un seul E, ça coule, il y a des phrases entières, et après vous découvrez que Camus faisait du théâtre depuis son enfance, et donc apprendre un rôle, puisqu'il a fait du théâtre amateur avant d'être lui-même scénariste et metteur en scène, eh bien ça lui permettait finalement de jouer l'acteur Albert Camus. Et nous, ça nous semble effectivement couler de source, alors qu'en fait, il le dit lui-même en le précisant qu'il ne pouvait pas faire autrement. Dans l'exemple de l'étranger, un paradoxe temporel qui s'effectue, c'est le moment de la tombe. Vous allez me dire, c'est quand même simple de voir une tombe. Eh bien, non, parce que quand Albert Camus voit pour la première fois la tombe de son père, en réalité, il est plus vieux que son père pendant qu'il le voit dans la tombe. Et là, ça lui provoque un choc, il le mentionne à plusieurs endroits, parce qu'on est habitué à voir son père plus âgé mourir à un âge plus grand que le nôtre, et habitué à le voir avant. Or, avec Camus, il ne le voit pas avant, il le voit que dans l'après. Et quand il le voit dans l'après, il est lui-même plus grand que son père. Donc ce petit schéma, qui peut paraître un peu étrange, peut provoquer de l'absurde. Dans la pensée camusienne, l'absurde est une forme de raisonnement et pas
pas une fin en soi. La plupart des gens confondent par exemple l'absurde en disant l'absurde c'est du même genre, par exemple le théâtre de l'absurde. Il n'y a rien à voir par exemple avec Ionesco, et il n'y a rien à voir non plus même avec Beckett. D'ailleurs, il ne se tient pas le nom du théâtre de l'absurde lui-même Beckett. Le théâtre camusien n'est pas absurde dans ce sens-là. Mais la finalité, une fois qu'elle est décortiquée en tant qu'absurde, peut être réelle et être même un moteur. Donc par exemple, quand on imagine initialement le mythe de Sisyphe, en se rendant compte que Sisyphe est obligé de faire remonter un rocher pour le faire redescendre, etc., et remonter. Moi j'aime bien l'exemple d'un petit insecte qui vit à 20 cm sous l'eau. Alors il ne peut pas respirer dans l'eau, il est obligé de remonter. Alors, regardez ce qu'il fait. Il fait ça, sans arrêt. Il construit sa cabane sous l'eau. Sans arrêt, il est obligé d'aller. Voilà, c'est tout. Et après, il se reproduit, il continue, et après, il meurt. Donc ça, si vous savez cette vision-là en tant qu'humain, vous dites, ça mérite quelque chose, cette vie, ce va-et-vient. Évidemment, c'est qu'on ne se rend pas bien compte que s'il y a des gens qui étaient bien plus grands que nous regardaient faire, ils se rendraient compte, en fait, on effectue un immense mouvement brownien. Donc on bouge beaucoup pour dire qu'on évolue. Et c'est très difficile de rester stable pour dire que finalement l'évolution ne s'effectue qu'avec le temps. Un autre problème qui est vraiment le problème de l'évolution, c'est ce que j'appellerais les processus irréversibles. La plupart du temps, on aime bien les processus réversibles. C'est-à-dire on fait, c'est une erreur, on corrige, on revient en arrière. Par exemple, un exemple tout à fait concret, vous apprenez à vos enfants à utiliser la gomme. Si vous étiez conscient, comme dirait Baudelaire, par rapport au sommeil, qui disait le sommeil ressemble à une petite mort, et si les gens le savaient, ils dormiraient pas si facilement. Eh bien, la gomme, en fait, représente, de mon point de vue, un petit acte génocidaire. Parce qu'attention, avec une gomme, quand vous effacez, il n'y a plus d'erreur. S'il n'y a plus d'erreur, elle n'a pas été commise. Si elle n'a pas été commise, il n'y a pas de criminel. Les gens dans l'histoire, ils aimeraient bien avoir une gomme. Donc, c'est pour ça, quand moi j'enseigne à des petits, je leur interdis la gomme. Ils ont le droit de raturer, de barrer, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'erreur doit être visible. En fait, on utilise, nous, en sciences cognitives, parce qu'on se rend compte que le cerveau, quand il repère l'erreur, il peut la voir. S'il efface, eh bien, il est capable de la refaire, sans aucun problème, parce qu'il se souvient plus de l'avoir fait. Alors, ici, c'est pareil. Dans l'aspect camusien, le problème de l'absurde, c'est simplement une conscience. Donc, on commence d'abord par l'intelligence. L'intelligence sur l'intelligence, c'est la pensée sur la pensée, c'est la conscience. Je vous ai parlé du petit insecte. Évidemment, vous avez une tendance à considérer que cet insecte ne vaut pas grand-chose. À quel moment vous savez que vous valez quelque chose? En général, vers la fin. Oui, comme pour la religion. Au début, on ne croit pas trop. Vers la fin, quand même, on trouve que l'Église, on peut faire un tour, ça coûte pas cher. Voilà. Donc ça vous explique aussi l'étude démographique des gens qui se trouvent dans une église. Vous avez des gens qui sont très très petits, parce qu'évidemment, il y a force à aller. Vous avez des gens qui sont très très âgés, parce qu'ils sont force à aller. Et puis vous n'avez pas de milieu. Sauf de temps en temps le dimanche, mais c'est pour montrer les très petits. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur impose de s'habiller très bien. Évidemment, s'ils habillaient mal, Dieu les verrait pas. Alors que s'ils sont beaux, Dieu les voit, peut les protéger. Ça doit être ça l'explication. Donc, l'idée c'est que Camus va avoir une enfance, on va dire, relativement normale, et en réalité, c'est la différence entre la normalité et l'anormalité par les processus irréversibles. C'est-à-dire que, quel est le contraire pile ou face? Quand vous avez pile ou face, quel est le contraire de pile? La
plupart des gens pensent que c'est face. Non, ils se trompent, parce qu'ils confondent contraire et complémentaire. En réalité, le contraire de pile, c'est pile. Vous allez me dire, c'est pas prévu ça. Mais c'est très simple, prenez une pièce de monnaie et mettez pile de deux côtés. Ce n'est plus une pièce de monnaie. C'est la négation d'une pièce de monnaie. Faux à l'eau. Si vous prenez donc une pièce où il y a pile ou face, eh bien, quand vous avez pile, vous avez besoin du complémentaire pour avoir l'existence d'une monnaie. Bon. Prenons maintenant à l'envers. Est-ce que pile peut exister seul? Est-ce que face peut exister seul? Est-ce que c'est pile et face qu'on colle pour faire une pièce de monnaie, ou c'est le contraire? Eh bien, vous allez vous rendre compte, historiquement même, c'est le contraire. Parce qu'en réalité, on prend d'abord une pièce et ensuite on définit pile ou face. Et en réalité, la définition de pile ou face est une définition holistique. Donc ça ne peut pas être analysé, c'est simplement synthétique. Il faut les deux en même temps. Si vous n'avez pas les deux en même temps, vous ne pouvez pas comprendre. La plupart du temps, surtout quand on est dans l'enseignement, on a tendance à avoir une pensée analytique pour expliquer. On va analyser. Les enfants, on va analyser. Aujourd'hui, on va faire ça, 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 ça. Et on ne se pose jamais la question, est-ce qu'il y a des objets qui ne sont pas analysables? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de philosophes qui sont tout à fait analysables. La pensée camusienne appartient à celle qu'on analyse très peu. Pourquoi? Parce qu'elle est très synthétique. Elle est d'un seul bloc. Et alors, ce seul bloc-là, ce que j'essaie de faire avec vous, c'est de vous dire que si vous le tournez, vous allez voir d'autres projections. Mais c'est toujours le même bloc. Par exemple, est-ce que vous pouvez avoir un objet, quand vous le projetez, vous avez une ombre qui soit un carré et qui soit aussi un rond? C'est à vous, hein, c'est à vous de poser. Oui. La question est simple, on est d'accord. Bon, je veux un objet, quand je le projette, ben, je vois un rond, et je peux voir aussi un carré. Vous voyez, rond, carré, c'est facile, projeter, c'est facile, objet, c'est facile. La question, il n'y a que des mots faciles, et à la fin, vous dites, je ne sais pas encore, je cherche. Si vous cherchez quelque chose qui est facile, c'est pas si facile. Donc la combinaison d'objets faciles peut être compliquée. Maintenant, si je vous dis que vous prenez simplement une conserve, un cylindre, et si vous faites une projection dans un sens, vous aurez un carré. Si vous faites une projection perpendiculaire, vous aurez un cercle. Le même objet a deux projections différentes. Donc, maintenant, ce que je vous dis, c'est est-ce que la conserve est faite à partir des deux ombres, carré et ronde, ou est-ce que c'est un objet à part entière? Vous allez voir évidemment que c'est un objet à part entière. Et la difficulté, c'est quoi? C'est que si on vous l'analyse, vous avez du mal à la retrouver. Si on vous le donne, vous avez très facilement une projection. Bon. Donc, je peux faire pire, je peux vous demander un objet dont les projections soient un carré, un triangle et un rond. Je ne vous demande pas de le trouver tout de suite, mais je vous demande simplement de penser la chose suivante, c'est que cet objet existe, on le sait. Là, le problème pour vous, c'est pourquoi vous ne le voyez pas tout de suite. Eh bien, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire avec Camus. C'est-à-dire que quand vous lisez les livres de Camus, vous avez l'impression que c'est simplement une série de livres. Or, dans la pensée camusienne, il y a vraiment ces trois catégories. Alors, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois dans ces trois catégories? Il prend le thème de l'absurde. Bon, sur le thème de l'absurde, il va faire un essai. Ensuite, il va faire une pièce de théâtre. Et ensuite, il va faire un rouge. Étape suivante. Sur la révolte, il va faire un essai, il va faire une pièce de théâtre, il va faire un roman. Étape suivante. Alors, vous allez dire, d'un seul coup, là, c'est que, alors que vous aurez l'impression, par exemple, d'avoir 9 livres, en fait, chez Camus, il y a 3 étages à 3 pans. Donc, l'un, il y a l'essai, il y a véritablement sa pensée. Donc, c'est plus difficile. Par exemple, comme dans le mythe de Sisyphe. Alors, ça, c'est toujours très intéressant, parce que les gens qui disent qu'ils aiment bien Camus en tant qu'homme de lettres, bien, ils évitent de lire ces livres-là. Par exemple, ils évitent de lire le mythe de Sisyphe, et ils évitent de lire L'homme révolté. Par contre, ils lisent l'ensemble du reste, ils disent voilà un littéraire. Or, chez Camus, comme par exemple chez Sartre, c'est des gens qui sont cérébraux. C'est-à-dire qu'en fait, ils écrivent d'abord
leur essai philosophique, et ensuite ils essayent de le diffuser. Alors, une façon de le diffuser, c'est soit le roman, parce qu'on est quand même un pays de romans, soit la pièce de théâtre. Et donc, quand vous lisez par exemple le malentendu, c'est une pièce de théâtre fabriquée sur mesure, ad hoc, on pourrait dire, pour expliquer ce que veut dire le malentendu. Donc, le malentendu, en tant que schéma, si vous voulez, littéraire, représente quelque chose qui est sans intérêt. On voit tout de suite, en ayant lu un peu l'introduction pour le malentendu, comment ça va se passer. Hein. Donc, on a un homme, on a une femme, on a la mère et la sœur. La mère et la sœur sont dans l'hôtel, tuent les gens qui arrivent à l'hôtel, et puis, voilà, ça va bien, ça, c'est un morceau. Ça, c'est la projection, c'est un cercle. Maintenant, on prend une autre projection, c'est, on a l'homme et la femme qui veulent aller à cet hôtel incognito. Bon, dès que vous entendez ça, vous dites, si on met les deux ensemble, hein, ça va poser un problème. Et évidemment, qu'est-ce que fait Camus? Il nous les met tous les deux ensemble. Et là, ça commence, et en fait, on voit bien que ça ne peut que mal se terminer. Et on essaie simplement de deviner à quel point ça peut mal se terminer. Bon, de toute façon, on est rassuré, c'est le pire qui soit. D'accord? Puisqu'on a assez de morts comme ça. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au moment où vous lisez le texte, il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a lu en pensant que les gens vont se sauver? Bien sûr que non. La façon même dont c'est écrit, on voit bien que ça va inexorablement, comme un attracteur, même pas étrange, qui va inéluctablement amener le résultat. Le résultat qui est prévisible, alors que la femme le dit, Maria le dit, il ne faut pas faire ça. C'est pas bien, on devrait le dire, que c'est nous. Donc on a quelqu'un qui joue, si vous voulez, qui a le rôle de Cassandre. Donc qui a un défaut, évidemment, Cassandre, c'est pas de ne pas être cru, c'est de penser. Parce que si vous êtes accru, vous pensez. En fait, quand vous la pensez, personne ne la prend. Donc finalement, ça va aboutir à ça. Et ce schéma-là, c'est un schéma qui permet d'expliquer le mythe de Sisyphe. Par exemple, le mythe de Sisyphe, vous avez tous remarqué, en ayant lu attentivement, que dans le même texte, vous avez une analyse de Don Juan et aussi une analyse de Kirillov. Bon. Dans Don Juan, Molière, donc ça vous connaissez depuis longtemps, Kirillov, les démons, Dostoïevski. Alors vous connaissez, ça appartient à la grande littérature. Vous allez me dire, mais comment ces deux personnages peuvent être dans le même sujet qui concerne le mythe de Sisyphe? Bien. Prenons l'exemple de Kirillov. C'est une pensée extrêmement simple. Vous allez voir. C'est, si vous voulez, une des clés de voûte, parce qu'il y a plusieurs clés de voûte, c'est parce que c'est normal. C'est une des clés de voûte du schéma dostoïevskien. Il dit, Kirillov est un mécanicien, il pense que Dieu n'existe pas. Ça, on se dit, bon, ben, il est athée. Très bien, c'est facile. Donc il décide de se suicider pour devenir Dieu. Vous dire ça, tiens, c'est quand même plus étrange. Parce que qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, 1, Dieu n'existe pas. 2, Dieu est nécessaire. 3, je me suicide. 4, je serai Dieu. Donc, si vous l'analysez de façon comme ça, simpliste, vous dites, bon, c'est quand même vraiment simple, c'est simplement de l'humour. Oui, enfin, l'humour, c'est 1200 pages. D'accord? Donc c'est bien qu'il a marqué une ossature, effectivement, le personnage de Kirillov. Alors attention, vous avez des conséquences. C'est qu'à un moment, on va décider de tuer quelqu'un, et Kirillov a dit, en gros, c'est pas grave qu'on m'accuse moi, parce que de toute façon, tant que je ne suis pas Dieu, rien n'a de sens. C'est très fort, ça. C'est très fort. On est simplement au 5e point. Bon. Cette thématique, d'ailleurs, peut nous suggérer des questions. Donc on peut toujours le prendre avec humour, ce que faisait Denis, par exemple, quand il disait dans sa pièce de théâtre, Dieu est mort, Nietzsche. Et séquence suivante, Nietzsche est mort, Dieu. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on peut toujours raconter ce qu'on veut, simplement il y a un problème de réalité aussi. Mais dans la pensée canusienne, c'est vraiment très important de pouvoir analyser ce point de vue et de se rendre compte que
On a la thématique aussi avec Don Juan. Avec Don Juan, par exemple. La plupart des femmes... non, on va le faire autrement, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici. On va le dire autrement. Il dit le sexe féminin, voilà, n'aime pas trop Don Juan, globalement. Attention, n'avouez rien pour l'instant. Tout ce que vous dites sera utilisé contre vous. Alors, on trouve quand même qu'il est misogyne, qu'il exploite les femmes, qu'il leur ment, enfin, etc., etc., etc. Donc ça fait beaucoup de choses quand même contre lui. Alors maintenant, vous lisez le texte, vous regardez vraiment attentivement tout ce que fait Don Juan. Premier point de vue, c'est la censure. C'est-à-dire, sans l'analyser vous pouvez vous dire, par exemple, qu'est-ce qui a été censuré à la deuxième représentation? Qu'est-ce qui a été censuré à la troisième? Vous pensez que ça a été interdit? Sur quoi? Alors, je sais bien ce que je vais dire va tout, de toute façon, être interprété encore par une position féministe, en accusant la société de l'époque, mais je peux quand même vous signaler que aucune allusion, circonstance, aucun passage qui concerne les femmes n'a été censuré. Parce qu'en réalité, on se rend compte, quand on essaie de le regarder de façon plus objective, c'est que la femme, c'est le premier départ. Après, qui c'est qui en prend plein la figure? Ben, les médecins, les avocats, les pères, la famille, la société, et on finit sur Dieu. D'accord? Attention, c'est la différence entre athée et impie. Et au point que, bon, vers la fin, il a été obligé de mettre Sganarelle avec ses gages pour que ça ne soit pas trop horrible pour l'époque. Hein, et finalement, quand même, ça a été censuré. C'est ça aussi. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que chez Camus, Don Juan représente un archétype. On a même accusé à un moment Camus d'être un homme, une femme, etc., etc. Je passe sur ces détails. Ce qui est important, c'est la relation. C'est pourquoi se donner aux autres. Pourquoi demander aux autres. Par exemple, les gens aiment bien donner. Ils aiment bien donner ce qu'ils ont et pas ce qu'ils sont. Vous voyez la différence fondamentale? Quand, par exemple, un père va donner un bras à son fils, il donne ce qu'il est. C'est pas qu'il lui donne de l'argent de poche. C'est pas qu'il lui donne une maison. Bon. Les gens, en fait, quand ils appartiennent à la société et pas à l'humanité, donnent volontiers, pour faire bien, ce qu'ils ont. Les gens qui appartiennent à l'humanité donnent ce qu'ils sont. Et en fait, c'est ce que vous voyez aussi à travers les penseurs. Les penseurs, en fait, donnent leurs pensées, ils n'ont pas autre chose, quoi. Donc en fait, ils donnent. Et si vous voulez vous rappeler de façon, disons, littéraire de ça, il suffit de lire le texte de Daudet avec l'homme à la cervelle d'or. Ce qui est émouvant dans l'homme à la cervelle d'or, c'est pas qu'il donne de l'argent à sa femme, c'est que c'est sa cervelle qui est utilisée à la demande. Vous voyez? Donc, si vous voulez, ce point de vue camusien, c'est poser des questions simples sur des problèmes complexes. Par exemple, pourquoi les hommes se suicident? Pourquoi les hommes se suicident? Point d'interrogation. C'est pas compliqué. Non? La première chose que vous pouvez remarquer, c'est, de façon tout à fait étrange, la religion interdit le suicide. Donc c'est bien qu'elle a compris qu'il y a un problème là. Et pour parer à ce problème, elle dit, c'est pas bien. Donc maintenant la question, c'est de se dire, pourquoi les gens font quelque chose qui n'est pas bien? Vous allez me dire, avant l'interdiction religieuse, ben, c'est pas quelque chose qui est connoté. Mais le problème Durkheim, quand il a étudié le suicide, a essayé de le voir ça dans un contexte, si vous voulez, sociologique, en disant par exemple, quelle période de l'année il y a plus de suicides, etc. Est-ce qu'il y a un contexte, est-ce qu'il y a la luminosité? Mais attention, hein, tout ce que raconte Durkheim incite à penser que vous n'avez pas de libre liberté, de libre arbitre. Vous voyez?
Si par exemple, d'un seul coup, vous découvriez pour l'ensemble de la planète que tous les gens se suicident le vendredi. Je ne dis pas ça parce qu'on est vendredi. Bon, vous allez me dire, mais c'est étrange quand même, non? Bon, si on vous dit par exemple qu'ils se suicident et qu'ils ne voient pas beaucoup de soleil. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que justement le suicide n'est pas un très bon critère de la notion de libre arbitre? Alors, on pense tous qu'on est libre, et on pourrait se poser la question, c'est pourquoi tous, on fait presque tous la même chose. Et en plus, on est heureux. Ça ressemble à la première question tout au début de la conférence, vous voyez? Donc les gens heureux sont heureux. Comme ils sont heureux, il n'y a pas besoin de se poser de questions pour être malheureux. Alors, si tout le monde est convaincu d'avoir raison, pourquoi écouter quelqu'un qui vous dit que vous avez tort? Donc Camus se pose ce genre de questions, c'est-à-dire il se dit, pourquoi le suicide? Donc il va donner l'exemple de Kirillov. Un autre problème qui est intéressant, c'est que pour Camus, l'absurde, je répète, c'est simplement la première étape, alors que la plupart d'entre nous considèrent que le paradigme de la pensée camusienne, c'est l'absurde. C'est totalement ridicule parce qu'on sait qu'ensuite il est passé au stade de la révolte et on sait qu'il est passé ensuite au stade de l'amour. Parce que le stade de la révolte n'est pas quelque chose de complètement farfelu. Prenez l'exemple avec Caligula d'abord, par rapport à l'absurde. Vous lisez Caligula. Quel effet vous fait Caligula? D'abord, en lisant Caligula, vous vous rendez compte que tous les autres sont artificiels, sont faux. C'est des faux culs. Voilà. C'est simplement comme Caligula est empereur et qu'il peut les tuer à n'importe quel moment, comme ça. Voilà. Tiens, meurs, hop, il meurt. Et bien évidemment, tous les autres essayent de faire les courtisans pour s'en sortir. Alors, par exemple, dès qu'on lui demande à Caligula, quand Hélicon lui demande où t'es-tu, je suis allé chercher la lune. On trouve évidemment que c'est un humour noir. On peut voir les conséquences ensuite. Mais la raison est simple, il dit personne ne m'a donné quelque chose d'inaccessible. Alors, regardez cette thématique. Vous avez la réalité, l'acte, la vision, l'utopie, l'impensable. En fait, Camus, à travers Caligula, nous fait réfléchir sur l'impensable et pas sur l'absurde. C'est-à-dire que quand il essaie de se définir, de se justifier même Caligula, on lui dit mais tout ça c'est quand même absurde. Et qu'est-ce qu'il répond en gros? Il dit c'est absurde parce que jamais personne n'est allé jusqu'au bout. Je vais vous donner un exemple concret. À un moment, je donne un cours dans le génie et je dis ce théorème vaut 2 points. Bon. Donc après, je corrige les copies et je vois que la personne, une des personnes, avait écrit 3 fois le théorème. Le même. Alors, je le vois, et je lui dis, mais pourquoi j'avais des doutes, d'ailleurs vous soyez déjà. Il dit, bah, monsieur, vous avez dit que ça valait 2 points. Mais 3 fois, ça faisait 6. Je lui dis, tu sais, si tu l'avais mis 5 fois pour avoir la moyenne, je t'aurais donné les points. Mais toi-même, tu n'as même pas pensé que c'était vrai ce que tu faisais. C'est-à-dire qu'il n'est même pas allé jusqu'au bout de son idée. Imaginons par exemple qu'on vous dise ce théorème vaut 2 points. Vous êtes noté sur 10. Vous l'écrivez 5 fois, vous avez 10 sur 10. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est ça l'aspect social. Bon, je vais le faire, mais c'est un peu exagéré quand même, non? Alors, je le fais 5 fois. Non, peut-être c'est trop ça. Je le fais 4 fois, non, allez, je vais faire 6, il dira rien. Vous voyez? Donc, ce que j'essaie de vous dire par cet exemple, c'est exactement ce qu'on voit dans Caligula. Dans Caligula, on trouve qu'il exagère. Premièrement, comme dirait Jean Roland, l'exagération n'est pas un mensonge. Mais qu'est-ce que ça veut dire exagérer jusqu'au bout?
Mais en fait, c'est qu'il est absolument logique. Il est d'une logique implacable. Et c'est tellement logique que ça fait peur aux autres. Parce qu'en réalité, on se contente souvent d'une logique floue. Dans la pensée camusienne, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est que Camus va examiner cette pensée de l'absurde jusqu'au bout. Dans le raisonnement par l'absurde qu'on utilise dans les sciences, on sait qu'on démarre sur quelque chose de faux, tout ce qu'on raconte est à peu près vrai, et juste la dernière phrase est fausse, et donc on en déduit que la première ne marchait pas. Eh bien, c'est exactement ce que dit Camus. Il dit que si vous ne suivez pas le raisonnement de l'absurde jusqu'au bout, vous ne pouvez pas accéder à la liberté. En sachant que notre vie est absurde, on peut réaliser qu'on est libre. Tant qu'on pense que notre vie a un but, a un sens, eh bien, on cherche ce sens. Et on finit par mourir, ne vous inquiétez pas, avant d'avoir trouvé, parce que, bon, évidemment, même Socrate était mortel. Donc, l'idée, c'est de dire, on se met en quête de quelque chose qui n'a pas de sens. Comme c'est insensé, on aura toujours un but dans sa vie, en oubliant que sa vie n'a pas de but. Camus le prend à l'envers. Il dit, imaginez que votre vie n'a pas de but. Imaginez un instant. Ce serait quoi les conséquences de ce raisonnement? Vous avez le droit de faire ce raisonnement. Eh bien, Camus, c'est ce qu'il va faire. Il va se mettre en place le raisonnement et il va se rendre compte, par étapes, que ça veut dire que le libre arbitre existe. C'est incroyable comme pensée. Simplement ça, on y prête très peu attention. Par exemple, je vous donne un exemple pour être un peu plus concret. Si je vous dis, un ami, c'est un futur traître. Vous allez me dire, non, c'est exagéré, il ne faut pas dire ça. L'ami, c'est quand même des gens sympas. Bon. Alors, prenons l'exemple. Vous prenez un ami, maintenant vous vous posez la question de la trahison. Est-ce qu'un ennemi peut vous trahir? Non. Alors là, vous dites, finalement, c'est qui peut vous trahir? C'est forcément quelqu'un qui vous connaît. Et qui c'est qui vous connaît bien? Eh bien, c'est un ami. Et après, alors, le comble dans l'histoire, c'est que on est choqué parce que c'est quand même les amis qui nous trahissent. Il y a qui d'autre? Quelqu'un qui ne connaît pas? Bon. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est, vous allez me dire maintenant, mais c'est affreux. Mais justement, c'est là où c'est plus beau. Parce que quand vous choisissez votre ami, si vous imaginez qu'en fait vous choisissez votre futur traître, c'est encore plus beau cette amitié. Et vous savez que c'est à perte. Vous voyez? Donc c'est donné. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous partez de ce principe, quand il vous trahira, vous direz, ah ouais, c'est ce que je disais. Voilà, donc vous saurez. Pendant tout le temps où il ne l'a pas fait, vous direz, voilà, ça a tenu quand même. Et en fin de compte, parce que si vous le prenez mal, il faut bien vous rendre compte que les amis qui meurent avant nous trahissent parce qu'ils nous laissent seuls. Ne prenez pas forcément négativement ce que je veux dire par la trahison. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça a un coût. Si on sait que ce coût, eh bien, il est conscient, eh bien, c'est la valeur de l'amitié. Si la valeur de l'amitié peut se mesurer par la grandeur de la trahison. Et donc c'est un peu ce qu'on va trouver dans Camus à travers Caligula. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que certaines des réflexions qui sont faites par les vieux dans le texte, on les aurait facilement dit. Mais surpris, vous voyez? On sait que le héros c'est Caligula, mais on trouve quand même que les répliques des autres sont plus normales, alors que les autres paraissent vraiment anormales. En fin de compte, on finit par dire, oui, mais alors c'est quand même un peu nous quand même, quand on parle. Et effectivement, on parle de nous. On parle de nous. Alors, vous voyez, quand vous avez lu le roman d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd, vous vous rappelez comment vous vous êtes fait avoir?
D'accord. Vous n'êtes pas deux, je ne vous le dis pas tout de suite, mais je vous préviens. En fait, celui qui écrit le texte, c'est le meurtrier. Donc, pendant que vous lisez le texte, vous lisez que des trucs qui sont toujours des faux indices. Vous pensez à un moment que c'est lui, après vous pensez que c'est lui. Et à aucun moment vous pensez que ça peut être celui qui est en train d'écrire, qui écrit des choses différentes, pour que vous pensiez de façon différente, jusqu'à finalement l'aveu. Donc là, c'est la différence, si vous voulez, entre la découverte et l'apocalypse. En grec, c'est plus facile pour qu'on comprenne, parce que découverte se dit anacalypse. Donc la différence, c'est que c'est anacalypse, c'est je tire moi. C'est moi. L'apocalypse, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je fais oh, c'est ça. Vous voyez? Non. Chez Camus, il n'y a pas d'apocalypse. Il n'y a que l'anacalypse. Donc il n'y a que la découverte. C'est-à-dire que c'est un processus médiatique qui nous permet de découvrir sa pensée au fur et à mesure que se déroule. Il va aussi utiliser, et c'est ça qui est très beau, c'est qu'il va utiliser des événements réels. Quand vous avez lu les Justes, j'espère que vous avez lu les Justes, vous n'avez pas tous lu les Justes, vous l'aurez vu peut-être. Je vous recommande de lire les Justes. Alors, les Justes, c'est une pièce qu'il a écrite en 1949, qui est basée sur des événements qui ont eu lieu en 1905, dans la Russie, tsariste à l'époque, et il va prendre les noms des personnages. Ce qui est magnifique, lorsqu'il dit Camus, il dit « J'ai tenté de rendre vraisemblables des vies vraies. » Vous voyez? C'est fou. Parce que si vous lisez vraiment la biographie de ces gens-là, vous direz, c'est pas possible ça, ça c'est du cinéma. Et donc, il a écrit une pièce de théâtre consacrée à ces gens, à ce groupe de terroristes qui vont tenter un attentat contre le grand-duc. Et toute cette problématique paraît extrêmement extrême. Or, elle a eu lieu. Et là, c'est un choc pour vous, un choc mental. Parce qu'en fait, on vous dit que tout ça qui nous semble quand même vraiment une pièce de théâtre, en fait, c'est biographique. Alors, qu'est-ce qu'il fait, en fait? C'est qu'il prend des éléments biographiques, comme Caligula, et il l'interprète dans le code camusien. Donc, tout le monde connaissait Caligula. On disait simplement, il est fou. Voilà, il est fou, donc il a fait ça. Et Camus dit, prenons maintenant le même événement et interprétons-le dans le cadre de la connaissance de l'absurde. Eh bien, il agirait de la même façon. Donc, en fait, finalement, il nous apporte une exégèse à laquelle on n'avait pas pensé. Et il va construire une véritable herméneutique à partir de cet événement. Parce que pour nous, c'est simplement, c'est un fou. Et si vous relisez les textes de Foucault par rapport à la folie, vous allez vous rendre compte que Camus est très proche de cette problématique, à savoir qui définit quoi. Je vous donne un exemple. Maintenant, on fait des ordinateurs qui permettent de répondre à des gens de façon automatique à partir de l'analyse syntaxique de ce qu'ils racontent. Ces ordinateurs, au départ, ils répondaient toujours vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on sait qu'un des tests que fait l'humain, pour savoir que ce n'est pas un ordinateur ou que c'est un humain, il lui dit de faire des calculs compliqués. Alors on a programmé les ordinateurs pour qu'ils répondent de façon un peu fausse, comme ferait un humain. Vous allez me dire, est-ce que ça marche? Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un procès aux États-Unis de la part d'une femme qui est tombée amoureuse de l'ordinateur, et l'entreprise a été obligée de sortir tous les algorithmes pour démontrer qu'il n'y avait personne derrière le clavier, c'était une analyse syntaxique, simplement sur la sémantique des propositions. Et là, vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous avez dû vivre de façon bien, à savoir qu'il y a beaucoup de conversations qui utilisent le mot oui pour dire non, finalement. Simplement un point de retard. Alors, par exemple, les hommes de grande sagesse savent très bien que quand une femme leur demande quelque chose, autant le faire tout de suite, parce qu'elle va répéter. Les jeunes ne le savent pas, donc ils disent non. Alors, en fait, la question va revenir, la même. Vous voyez? Et alors, on va utiliser ce qu'on appelle le processus de friction. Au bout de la 7e fois, ça va passer. Au bout d'un moment, donc, ils finissent par vieillir, ces jeunes hommes, et ils se disent, si je n'ai pas oui dès le départ,
ça va durer 7 fois. C'est pareil à l'envers pour les femmes. Vous n'avez pas les j'accuse que d'un côté, j'accuse que les autres. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, en fait, vous pourriez vous poser la question suivante. C'est, vous êtes avec quelqu'un parce que vous voulez vivre avec lui ou parce que vous voulez mourir avec lui? Ça a l'air simple comme ça. Hein? Mais en réalité, quand les gens sont très jeunes, en fait, ils veulent passer du bon temps, c'est-à-dire vivre avec quelqu'un pour vivre très peu de temps. Quand les gens sont plus âgés, en réalité, quand ils font un choix, eh bien, ils effectuent leur choix à l'envers. Je m'explique. Vous repérez quelqu'un qui vous semble bien. La première chose que vous faites quand vous êtes jeune, c'est de regarder les aspects positifs. Quand vous trouvez les aspects positifs, vous dites c'est bien, ça vaut le coup, allez j'y vais, je me lance. Et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez avec des aspects négatifs. Donc ne vous inquiétez pas, maintenant on divorce. Et même plusieurs fois. Donc on accumule, on a les enfants, des enfants, des enfants. Voilà. Donc c'est plus une pension, c'est un pensionnat. Donc, et dans ce cadre-là, vous vous dites maintenant, quelle est la stratégie? Si vous faites une relation diachronique, il faut repérer d'abord les défauts. Vous regardez l'ensemble des défauts. Vous regardez si ces défauts sont supportables. S'il y en a un d'entre eux qui est insupportable, c'est pas la peine de regarder les qualités. L'algorithme s'arrête. Donc, pour une fois, ça va, mais il ne faut pas pour répéter. Si vous trouvez donc un ensemble de défauts qui sont supportables, eh bien, vous finirez par découvrir des qualités. Et en fait, c'est le schéma des relations diachroniques. Dans le cadre de Camus, si vous regardez les qualités littéraires, vous allez le rejeter. Vous vous dites par exemple que pour un philosophe c'est quand même assez littéraire, et pour un littéraire, c'est pas assez. Vous voyez? Je vous le fais à votre place, comme ça vous ne vous sentez pas coupable. Parce qu'un moment de honte est si vite passé. Alors, quand vous lisez donc Camus, on vous dit étiquette lettrée, et vous lisez le truc, vous dites, ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Puis si vous lisez vraiment ce qu'on appelle un lettré, vous dites quand même, voilà, ça c'est différent, voilà, ça c'est de la grande littérature. Et quelqu'un d'entre vous là qui pense que Camus c'est de la grande littérature, qui utiliserait cette terme. Bien sûr que non, vous savez bien. Vous retenez pour pas dire oui, mais bon. Alors, si vous le mettez dans le cadre philosophique, vous lisez le truc, vous dites, oui, mais enfin c'est simple. Voilà. La différence, si vous voulez, entre la philosophie et les mathématiques est très simple. Quand vous lisez des mathématiques, vous savez tout de suite que vous ne comprenez rien. Voilà, ça vous arrête. Comme ça, on vous dit, bon, ça c'est un commencé. Voilà. Vous lisez maintenant de la philo, comme c'est écrit en français, vous dites, bon, voilà, c'est philo. Mais en fait, c'est la même complexité. Simplement que l'un est écrit avec du français, et l'autre est écrit avec des maths. Et en termes de complexité cérébrale, justement, c'est pas pour rien qu'on a des philosophes qu'on a du mal à suivre. Parce que alors qu'ils lisent des phrases, ils écrivent des phrases en français, ou même quand c'est des philosophes étrangers, on les traduit, on se dit, mais comment il est passé de cette phrase à cette phrase? Alors que c'est écrit tout en français. Vous voyez? Bon, si vous êtes en poésie, vous supportez, parce que vous dites, bon, ben voilà, c'est poétique, c'est une métaphore. Filer, défiler, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une métaphore. Vous dites, c'est supportable. Quand vous regardez les synesthésies, c'est un peu compliqué. Après, si on vous dit le schéma, le carcan intellectuel pour pouvoir placer votre texte poétique, vous dites, il a fait tout ça, vous dites comme ça? Là, vous êtes surpris. Bon. C'est toujours pareil. Quand vous allez dans une église, vous pouvez apprécier l'église sans rien comprendre à l'architecture. Mais le problème, c'est que l'église ne tient que par l'architecture. Et pas, elle ne tient pas par votre passage. Eh bien, c'est pareil en fait. L'architecture camusienne est haute et pas basse. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait les éléments de détail ne se voient pas en bas. Par exemple, quand vous regardez l'architecture de Gaudi,
c'est tout de suite direct, ça ne peut pas être autre chose. L'architecture camusienne est très sobre. On se dit, il y a des murs. Attention, si vous prenez l'architecture kafkaïenne, c'est mieux que vous. Là, vous prenez donc des murs et vous avez du mal à vous positionner au-dessus. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez très bien. Le monument du génocide des Arméniens qui est place Bellecour. Vous l'avez tous vu. Oui. Très bien. Donc là, vous allez peut-être découvrir aujourd'hui que vous l'avez que regardé et pas vu. Voilà. Alors le monument, en fait, vous avez des stèles en béton, hein, c'est du dural, vertical, avec une encoche et une pierre. Souvent, cette pierre est d'Arménie, mais pas tout. En réalité, si vous aviez la possibilité de vous élever au-dessus du monument, de regarder comme ça, eh bien, vous vous rendrez compte que c'est les premières notes de musique d'une partition d'un survivant du génocide. Donc, ça, évidemment, c'est pas écrit dessus. Mais l'architecte l'a pensé comme ça. Qui fait que, quand vous le regardez, vous dites, ben voilà, c'est du béton et des pierres. Voilà. Son idée, c'était de dire quoi? Je mets ça. Si les gens sont indifférents, ils passeront à travers. Si les gens sont intéressés, ils regarderont les poèmes qui sont écrits au laser sur le béton. Si les gens sont plus complexes, ils se diront pourquoi ils sont placés à cet endroit-là et pourquoi c'est pas celui du livre. Parce que c'est exactement les notes de la partition. Je vous donne un autre exemple. Chez Umberto Eco. Chez Umberto Eco, on disait par exemple Henri de Foucault, vous savez tout de suite qu'il vous insulte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il met comme titre de chapitre quelque chose qui est écrit en en-tête en hébreu. Donc vous savez très bien que vous ne lisez pas. Très bien. Donc en fait, il vous dit, tu vois, je sais que tu ne lis pas, tiens, l'hébreu. C'est pour ça qu'on dit c'est de l'hébreu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il part du principe que c'est votre problème de ne pas avoir accès à cette connaissance, et pas son problème. Donc il vous dit tout de suite, tu veux le lire, tu le lis, mais ne t'étonne pas si tu n'as pas tout compris. Donc un exemple concret. Prenons un truc plus simple, comme le nom de la rose. Le nom de la rose, au niveau 0, c'est le film. D'accord? Quand vous voyez le film, vous avez le niveau 0. Maintenant, le niveau 1. Le niveau 1, vous allez vous rendre compte que le dialogue entre le maître et l'élève est basé sur Conan Doyle avec Sherlock Holmes et Watson. Systématique. Toutes les allusions sont là. Voilà, ça c'est le premier. Ça c'est la première couche. On passe à la deuxième couche, vous êtes prêts maintenant? Deuxième couche, en fait, la façon dont réfléchit le maître, c'est Zadig de Voltaire. Alors, quand vous allez relire le truc, et vous prenez à côté Zadig, vous regardez le truc, vous dites ah l'enfoiré. Voilà, il le fait, très bien. On n'a pas fini. Donc, maintenant, vous allez arriver, vous rappelez dans le film, donc, si vous avez lu le film et vous n'avez pas lu le livre, à un moment, il y a une scène entre l'élève et une femme qui est une scène d'amour. Évidemment, le film, il n'arrive pas à raconter autrement. Donc, cette scène d'amour, quand vous allez la relire, parce que vous l'avez lu, si vous avez lu le livre, vous allez vous rendre compte, en fait, que c'est uniquement des phrases du Cantique des Cantiques. Là, vous êtes au troisième, ah bon, mais ne vous inquiétez pas, vous avez quand même lu le livre. Hein. À la fin, vous allez finir par vous demander, est-ce que j'ai lu le livre qu'a écrit Umberto Eco? Il va peu, j'ai simplement lu des mots les uns à la suite des autres. Alors, au-dessus encore, la façon de faire, vous n'oubliez pas que Umberto Eco est un professeur de sémiotique, eh bien, l'ensemble de le roman est écrit à la manière sémiotique, en se basant sur une théorie, la théorie de Peirce. Alors, Peirce, c'est un sémioticien qui travaille beaucoup sur la logique, et l'architecture du livre, c'est uniquement ça. Si maintenant vous lisez Peirce, vous lisez Zadig, vous lisez le Cantique des Cantiques, vous allez dire à la fin, c'est un pastiche. Bon. Alors en fait c'est pareil, avec Camus,
Il va prendre un exemple. Vous n'avez jamais lu Les Justes, vous lisez Les Justes, vous commencez à lire Les Justes, mais vous ne connaissez pas les événements de 1905. Donc vous dites, bon, bah, c'est des phrases un peu faciles. Mais en fait, ça va être des phrases relativement complexes qui vont toujours être interprétées par rapport au substrat fondamental. Donc vous avez un groupe de terroristes qui veut éliminer une personne. Il s'organise, cette personne doit passer avec tout son apparat, et le problème c'est qu'au moment où il veut jeter la bombe, il y a 2 enfants dans la voiture, donc il la jette. Donc après il y a une rupture entre les terroristes dans l'acte 2, en disant les uns que si tu n'es pas capable de transcender l'existence de 2 personnes pour faire une révolution, tu ne feras jamais une révolution. Et l'autre répond, Keinec, le poète, c'était son surnom, le vrai, on l'appelait le poète. Keinec, Kanieliev, il dit, si tu es capable de sacrifier 2 enfants pour la révolution, tu n'es pas humain. Oui, ça rentre en opposition. On a l'acte 3, on a la condamnation, et il va nous expliquer, Camus, que si ces gens-là sont allés jusqu'au bout, la relation par exemple entre Doran et Keinec, c'est une relation qui va être reliée par la corde par laquelle ils vont être pendus. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, nous, on n'a pas le droit à l'été. On n'a le droit qu'aux hivers. Il faut se sacrifier. Et Dora lui explique qu'en fait, il faut se sacrifier 2 fois, en réalité. Et après ce double sacrifice, on a accès à une notion de liberté, mais en tout cas, la vie sur Terre ne se fait pas. Il utilise à un moment une très belle métaphore religieuse, c'est la métaphore de Saint Dimitri. Saint Dimitri avait un rendez-vous avec Dieu. Et sur le chemin, il voit un paysan qui a sa charrette qui est embourbée. Alors, il s'arrête et il l'aide. Donc il pousse tous les 2, ils y arrivent finalement. Et après, quand il va au rendez-vous, Dieu est parti. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Eh bien, l'ensemble de la pièce est écrit là-dessus. Et à un moment, justement, Kanieliev dit que les rendez-vous sont sur cette terre. Et même si j'ai perdu du temps, je continuerai à le faire. C'est-à-dire que la question que vous pouvez vous poser, c'est d'accord avec Saint Dimitri. Mais si Saint Dimitri savait que s'il aidait la personne, il ne verrait pas Dieu, est-ce qu'il l'aiderait? S'il se posait la question, il ne serait pas saint. Et il ne se posera pas la question parce qu'il refera la même chose. Parce que s'il a été nommé comme ça, c'est parce qu'il laisse des gens, et pas parce qu'il a rendez-vous avec Dieu. Dans cette thématique, si vous prenez donc Caligula, les Justes, le malentendu, il y a aussi l'état de siège, mais l'état de siège est une pièce de théâtre particulier, c'est plus un spectacle. Donc je vous conseille vivement ces 3-là. Et je vous conseille plutôt cet ordre, qui n'est pas forcément l'ordre chronologique, plutôt le malentendu, ensuite les Justes et après Caligula, qui est d'une plus grande complexité structurelle. Si vous prenez par exemple, parce que l'état de siège est basé sur la peste. Alors la peste, c'est une thématique relativement simple, c'est par rapport à comment se positionner par rapport à quelque chose qui est écrasé. Alors tout le monde a bien compris que la peste en réalité, il fait une immense allusion à l'occupation. Donc quel est le positionnement? On a accusé de tout Camus. Camus a dit qu'il n'a jamais été vraiment résistant, il a été simplement journaliste clandestin dans le combat, et il n'a pas fait plus. Il n'est pas allé dans le maquis, avoir un fusil, tirer des bombes, etc. Bon. Mais il a toujours eu une position très claire, comme il était lu par beaucoup de personnes, ça leur permettait d'avoir un phare. C'est très important dans l'obscurité d'être un phare. Donc un phare, vous allez me dire, c'est totalement liquide. C'est vrai. C'est immobile. C'est vrai. Et c'est utile que pour les gens mobiles. C'est vrai aussi. Le problème, c'est que si quelqu'un est dans un phare, est-ce que vous pouvez dire qu'il fait de la résistance? Vous avez tendance à dire que non. En fait, il fait une résistance
qui est passive quand on ira à bord, et qui est active sur le plan temporel. Parce que les phares sont immobiles, donc ils ne se déplacent que dans le temps. La pensée humaniste de Camus représente, si vous voulez, un phare. Donc, le phare n'est utile que pour celui qui va vers le phare. Si vous êtes à une distance où vous ne voyez pas, le phare est totalement inutile. Donc, si vous lisez donc Camus sans vous mettre en danger, sans lire l'aspect philosophique, et uniquement vous mettez en périphérie, le phare, vous le voyez, mais il est sans intérêt. Si vous arrivez plus près, et vous commencez à vous poser des questions sur l'absurde, la révolte, le suicide, la vie, l'oubli, la résistance, bien vous allez vous rendre compte que c'est très bien d'avoir un phare, parce que des fois les positions ne sont pas très claires. Je vous rappelle qu'en France, tout le monde maintenant est fils de résistants. Tout le monde. Après 49, toute la France est devenue un pays de résistants. Mais après 49. Alors, donc c'est très simple, maintenant vous pouvez vous poser la question. C'est de 39 à 45, il y avait combien de résistants? Là, de nouveau, vous pouvez encore compter. Bon. Vous dites que ça fait un grand changement de phase. Bon. Alors, avant, est-ce qu'il y avait des gens qui arrêtaient d'autres personnes avant que les nazis ne leur demandent? Oui, aussi. Bon, si vous mettez ces trois catégories dans un ensemble prétendument cohérent, vous allez dire ce qu'on raconte. Donc, une fois ça, je l'ai fait à l'université, on a fait des calculs de probabilité. Donc, on a dit, on va dire combien de temps, donc quelle est la probabilité que je sois des temps? Ah, c'est pas bon comme résultat. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Les mathématiques, une maths. Parce qu'en France, on est tous résistants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se permettre d'accuser de Camus de ne pas avoir été dans la résistance et simplement d'avoir écrit dans un journal clandestin. Parce que nous, comme on est bien au-dessus, on peut dire, regardez, ce que tu faisais, c'était pas grand-chose. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le positionnement aussi de la résistance, donc écrire, quand vous relirez les lettres à un ami allemand, il faut en avoir pour les faire. Et il faut en avoir pour les diffuser. Et je vous signale, si par hasard vous avez l'édition de la Pléiade, vous allez vous rendre compte que dans l'édition de la Pléiade, Camus a écrit une préface pour les lettres à un ami allemand. Il dit c'est la première fois que j'autorise qu'elle soit diffusée en Italie parce qu'il avait peur qu'elle soit mal interprétée. Donc dans cette préface, si vous voulez, il explique que quand je dis allemand, il faut comprendre comme ça et pas comme ça. Quand je dis français, il faut comprendre comme ça. Enfin, ne lisez pas sur français. On est tous résistants, donc ça ne concerne pas pour les autres. Voilà. Et il dit il ne faut pas mélanger les deux choses. C'est très important. Ce positionnement-là va avoir lieu aussi avec la guerre d'Algérie. Très important. Très important. Quand vous entendez comment les Arabes parlaient de Camus, comment les pieds noirs parlaient de Camus, et comment les Français de France, les bateaux parlaient de Camus, c'est très simple, il était traître pour tout le monde. On est maintenant en 2013, quand vous entendez ce qu'on est censé dire, vous dites qu'ils sont tous camusiens, c'est pas possible. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il avait un temps d'avance par rapport à ça. Malheureusement, le pauvre n'a pas pu le voir se réaliser. Mais quand il disait des choses à l'époque, on trouvait que c'était inadmissible. Les gens à l'époque ont fait des choses inadmissibles et on trouvait que c'était normal. Et en fait, finalement, maintenant, on trouve que c'était très bien. Oui, avec 50 ans de retard quand même. Sur bon. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Camus, ça a toujours, c'est pour ça que je dis le mot phare, il s'est toujours positionné par rapport à la notion d'éthique et pas par rapport à la majorité sociale. Je prends un exemple concret. Antigone, vous écrivez très bien. Donc, Antigone, c'est un paradigme. Pourquoi?
Parce que c'est celle qui dit mon frère est mort, il doit avoir une tombe, il doit être enseveli, point. Créon. Créon, c'est celui qui dit la loi a changé, un traître, vous vous rappelez, le mot revient. Un traître ne doit pas être enseveli. Bon. Donc, vous avez une personne qui est dans l'illégalité et l'autre personne qui est dans l'égalité parce que c'est lui l'État. L'État, et souvenez-vous que ce n'est pas par hasard que celui qu'on condamne, qui est vraiment le cadeau de l'humanité, le Prométhée, est condamné, cloué au rocher par qui? Vous vous rappelez? Pas par Zeus. Zeus, c'est lui qui donne l'ordre. Mais qui le fait? Qui l'exécute? Ce sont deux personnages. On est Échille, hein? C'est lui qui écrivait ça. Les deux personnages, c'est l'un, c'est la violence, et l'autre, c'est l'État. Kratos, Vir. C'est surprenant quand même. Bon, quand on se ramène, parce que n'oubliez pas que l'État, c'est le monopole de la violence. Si vous réfléchissez. Que les autres n'ont pas le droit de faire la violence parce que c'est illégal. Si l'État doit faire la violence, c'est légal. C'est pour ça que c'est un monopole. Donc c'est pas par hasard qu'on utilise les deux déjà dans l'Antiquité. On revient à Antigonie. On a donc d'un côté l'État qui dit il faut faire ça, et de l'autre côté on a quelqu'un qui dit qui te permet de changer les lois. Formidable. Hein? Un extraordinaire exemple de courage et d'abnégation, parce que évidemment elle va mourir, mais de résistance. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe en France? Seconde Guerre mondiale. On a signé ou on n'a pas signé? Qui a signé? Quelqu'un qui n'était pas français ou quelqu'un qui était français? Ce français, est-ce qu'il n'a pas été choisi par le régime nazi de façon totalement stratégique? À savoir que c'était quand même un maréchal, c'est-à-dire le top des tops, et qui était un héros de la première. C'était pas n'importe qui, d'accord? Bon. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ce cadre-là, pour se positionner et dire, même si l'ensemble de la France prend cette position, moi je suis là. Même si la France prend la position France, Algérie, pied noir, tout le contexte de la guerre, moi, ma position, c'est ça. Vous savez, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va choquer les lettrés. Quasiment jamais de littéraires. Parce que les littéraires sont dans la littérature. Donc on ne leur demande pas leur avis dans la réalité. Les philosophes, on leur demande leur avis dans la réalité. Vous pensez quoi, vous, de tout ça? Comment vous interprétez, vous, tout ça? Voilà. Vous connaissez, par exemple, les positionnements de Proust sur des événements? Voilà. Donc c'est pareil. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est le positionnement, par exemple, est-ce que vous pourriez dire que Victor Hugo était seulement littéraire? Mais vous auriez du mal à dire qu'il était philosophe. Vous avez du mal, ça vous écorcherait. Or, ces positionnements sont très clairs. Ces positionnements par rapport à l'État, le gouvernement, la peine de mort, les insurrections, la Turquie, l'Empire ottoman, il a fait plusieurs positionnements. D'accord? Bon. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans cette lignée, eh bien, il y a Camus, c'est-à-dire que Camus est capable de dire, à l'encontre de tous, à un moment où c'est vraiment pas le courant, et il valait mieux ne pas le dire pour être bien vu, c'est que c'est pas bien parti. Ça n'a pas de sens. Quand vous lisez, par exemple, la série de nouvelles, L'Exil et le Royaume, il y a des nouvelles qui sont magnifiques dedans. Donc, une de mes préférées, c'est celle de l'instituteur, qui reçoit un arabe, on recherche, et il lui donne des dattes et du lait. Ils mangent ensemble, finalement l'arabe part, et je ne vous dis pas tous les détails, parce que comme ça vous le... Et finalement, on vient le prendre, lui, et l'exécuter. Voilà,
je vais couper des morceaux, on ne voit pas comment ça colle l'un avec l'autre, mais le problème c'est le suivant, ça rappelle Saint-Dimitri, c'est est-ce qu'il fallait le recevoir? Est-ce qu'il fallait le nourrir? Qui il était? Ce qu'il était. Et pour moi, on a vraiment la continuation. Vous savez, l'hospitalité. L'hospitalité, on n'arrive pas vraiment à savoir comment ça démarre dans notre texte parce qu'on ne se souvient pas des origines. L'hospitalité en Grèce, parce qu'il a écrit donc sur la Méditerranée aussi, et surtout sur la Grèce, Camus, il disait par exemple en Grèce, en Méditerranée, globalement, on accusait les gens de la Méditerranée, les hommes se tiennent par la main. Et comment il expliquait? Parce qu'ils n'ont pas les mains sales. C'est intéressant quand vous avez un autre philosophe qui écrit les mains sales. Bon, donc, l'idée c'est de dire quoi? Quand on est dans un cadre d'hospitalité, vous savez ce qu'on donnait dans l'Antiquité grecque, pour ceux qui ont fait les profs de lettres classiques, là, j'imagine. Non? Non, c'est bien. Qu'est-ce qu'on donnait? Vous vous rappelez? Des olives? Non. Bien. Non. De l'eau. De l'eau. De l'eau, oui. Et du sel. Et du sel. Les deux éléments qui sont réclamés. Sans eau, sans sel, vous ne pouvez pas vivre. Vous allez me dire, c'est rien quand même. Si vous réalisez en fait que ce que donne l'hospitalité, c'est ce qu'ils étaient, et pas ce qu'ils avaient. Eh bien, dans le cadre de l'hospitalité camusienne, justement, c'est que Camus donne tout à travers sa pensée. Il ne... Vous allez me dire, mais comment c'est possible alors qu'il n'a rien? C'est normal, il n'a jamais dit qu'il avait. Mais il ne donne que ce qu'il est, et pas ce qu'il a. Si vous le relisez du Camus à travers ce positionnement, à savoir qu'il fait partie des penseurs qui donnent ce qu'ils sont et pas ce qu'ils ont, eh bien, vous aurez une vision plus humaine de sa pensée. Voilà. Merci bien. Merci. Alors, vous êtes libre. Merci.